à consommation d'énergie. Y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. 41% des Français déclarent être équipés d'au moins un appareil valorisant les énergies renouvelables pour leur logement. Et pour cause, les solutions sont de plus en plus accessibles. Il y a bien sûr les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur, les chaudières à bois. Mais comment tous ces systèmes fonctionnent-ils? Lesquels sont les plus efficaces? Combien ça coûte? Quelle économie on peut espérer faire? On va poser toutes ces questions à nos invités du jour. Raphaël Jarzon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef adjoint du service réseau énergie renouvelable à l'ADEME, notre partenaire. Et à vos côtés, Joseph Terribil, bonjour. Vous gérez l'entreprise Neowatt en Ile-de-France qui installe chez les particuliers des appareils fonctionnant grâce aux énergies renouvelables, justement. Alors Raphaël Jarzon, avant de regarder notre reportage, un mot d'abord de cette innovation du gouvernement qui propose maintenant MaPrimeRénov', une nouvelle aide. En quoi ça consiste ? Alors effectivement, le gouvernement est en train de revoir les aides pour les caler selon deux critères, le revenu des ménages d'un côté et le gain énergétique, le bénéfice environnemental des travaux énergétiques de l'autre. Ouais. Donc la prime rénov', elle va avant tout s'adresser aux revenus les plus modestes qui veulent faire des travaux de rénovation énergétique. Et le gros avantage par rapport au crédit d'impôt, c'est qu'une fois que vous allez sur primerénov.gouv.fr, que vous êtes enregistré, votre dossier est accepté, et ben vous avez l'offre sous 4 mois, vous avez l'aide sous 4 mois maximum. Donc vous n'attendez pas l'année suivante, comme dans le cas du crédit d'impôt. Exactement. Donc c'est plus rapide. Donc c'est plus rapide. Un peu plus compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bon ? Pas si vous avez été regarder un peu Non. comment c'est foutu cette MaPrimeRénov'. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Aïe. On avait mis 30 ans à trouver un système simple, mais coûteux, car il est là le fond du problème, avec ce crédit d'impôt qui était, rappelez-vous, de 15%, 25%, comprenait pas 30% des trop non bouquets. plus, hein. C'était compliqué. Ça, c'était au moins simple dans les pourcentages. On a réussi à trouver du 30% après. On est revenu à MaPrimeRénov'. C'est un cauchemar pour comprendre qui a droit et à combien, puisque c'est individualisé pour chaque équipement, mais on en parlera, excusez-moi. Ouais, c'est en fonction de tes revenus. Non, mais attends, pas Et simplement. juste, on touche combien ? Bah, ça va dépendre justement de votre situation. C'est ça. Comme l'a dit Fabien. Fabien. Et de l'équipement. Effectivement. Et de Tout à fait. l'équipement. En fait, le but, c'est de flécher l'argent public vers les ménages qui en Qui en ont ont le vraiment plus besoin Ouais. et vers les Et travaux cibler les les plus besoins. efficaces. D'accord. Mais vous avez fait allusion auparavant à l'émission à deux choses. On a fait un guide, justement, pour guider l'utilisateur sur adem.fr entre tous les mécanismes d'aide. Donc, en fonction de vos travaux énergétiques et de vos revenus, vous avez des matrices qui vous guident et qui vous disent, voilà. Et puis, vous avez faire.fr, où là, vous allez pouvoir parler à un conseiller qui va tout pouvoir vous Vous aider. expliquer. Ah oui. Et donc, on va pouvoir peut-être s'y retrouver. Alors, avant de poursuivre la discussion, on va rendre visite maintenant à des familles qui n'ont pas une énergie renouvelable à la maison, mais que des énergies renouvelables. Ils vivent de manière totalement autonome. Depuis 20 ans, ils ne payent aucune facture d'eau, d'électricité ou de fioul. Alors, comment est-ce que c'est possible? Réponse dans ce reportage signé Camille Anthony. Aujourd'hui, c'est une visite un peu particulière. L'objet de toutes ces attentions, c'est cette maison que Patrick est très fier de présenter. Il n'est pas agent immobilier, mais propriétaire d'une bâtisse complètement autonome en énergie. Vous avez des photopiles sur le toit et à côté, là-bas, un chauffe-eau solaire de 4 mètres carrés qui a 40 ans. Je l'ai conçu sans aucun plan et il marche aussi bien que ceux du commerce. Depuis 40 ans, Patrick et sa femme Brigitte expérimentent un nouveau mode de vie. Tout a commencé par un système de récupération d'eau de pluie. L'étape suivante, c'était d'atteindre l'autonomie énergétique. Alors ils ont installé ces panneaux solaires qui permettent de produire de l'électricité, mais aussi de chauffer de l'eau, et sur leur toit, une éolienne. On est tout à fait normaux par rapport aux autres personnes au niveau du confort électrique, puisqu'on a tout le confort, machine à laver, aspirateur, fer à repasser, toutes les lumières, télévision, etc. Et du coup, cela fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas payé de facture d'eau et d'électricité. Alors ils organisent régulièrement des journées portes ouvertes, où Patrick explique les techniques qu'il a expérimentées tout au long de sa vie. Des visites à 5 € qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Plutôt que d'aller chercher un salaire à l'extérieur, on essaye de faire en sorte que nos activités soient une ressource financière, comme les visites, comme les journées, comme les stages. Certains de ces curieux se sont même installés juste à côté de leur maison, comme Cécile, Olivier et leurs 2 enfants. Avant de venir ici, ils étaient tous les 2 enseignants, mais ils ont ressenti le besoin de se consacrer à leur famille à plein temps.
On partait travailler, on était payés à éduquer les enfants des autres pendant que nous, on déposait nos enfants pour qu'ils soient éduqués par d'autres. On payait un crédit, donc une maison dans laquelle on était très peu. On la rénovait alors qu'on n'en profitait même pas. On avait un salaire qu'on ne voyait pas passer parce qu'on payait l'eau, l'électricité, les charges. Alors un jour, ils ont eu un déclic. Il fallait changer de mode de vie, et vite. On avait aussi des valeurs écologiques qu'on partageait avec les autres, on en parlait beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai vraiment eu besoin d'arrêter d'en parler et d'agir. Il y a 5 ans, ils décident de tout plaquer. Ils quittent la région parisienne et aujourd'hui, ils vivent dans cette yourte. Mais ce n'est que temporaire, car leur vrai projet, c'est cette maison encore en construction. Une maison écologique, en bois et en paille. Donc là, on entre dans notre maison qu'on est en train de construire. Donc ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'on est sur ce projet de transformation d'un hangar agricole en maison de paille. Voilà, donc on fait tout de nos mains avec des matériaux locaux et avec un petit budget. Donc on utilise des matériaux de récupération, on utilise des matériaux qui sont pas chers. Et le fait d'être notre propre main-d'œuvre, ça fait qu'on a une maison qui, au final, aujourd'hui, elle nous coûte entre 15 et 20 000 euros. Pour l'instant, pour 90 mètres carrés, donc ça fait, c'est beaucoup plus accessible que de la faire faire. Des matériaux écologiques, des économies, mais leur objectif à terme, c'est avant tout de devenir complètement autonome en eau et énergie, comme Patrick et Brigitte, leurs voisins. Ils se sont rencontrés lors d'un chantier participatif il y a quelques années. Aujourd'hui, leur communauté forme ce qu'ils appellent un éco-hameau. On essaye de vivre autrement. Et surtout, depuis 5 ans, qu'on essaye de vivre ensemble à plusieurs familles sur un même lieu, en essayant d'être le plus écologique possible. Ils ont chacun leur maison, mais partagent des lieux et des projets communs comme ce jardin. C'est un jardin collectif où on essaye de cultiver les grosses cultures, les pommes de terre, les betteraves, les cucurbitacées. Et ça, on travaille ensemble et on partage ensemble les récoltes. Après l'autonomie en eau, en électricité, l'autonomie alimentaire, c'est leur dernier objectif. Aujourd'hui en France, plus de 170 communautés comme la leur tentent de vivre ensemble, avec les mêmes valeurs écologiques. Mais toutes n'ont pas encore atteint le même degré d'autonomie. Joseph Terribil, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut tous arriver à vivre confortablement en dépendant uniquement de l'énergie qu'on produit? Tous, non. Clairement, Compliqué, non. Non. Et puis, confortablement, ça dépend de ce qu'on va mettre dans le terme confort. Ouais. Si on est économe, qu'on fait attention, que c'est pas Versailles à la maison, qu'on n'a pas 3 sèche-linges et compagnie, on pourrait assez facilement se passer d'énergie, des fossiles, électriques et compagnie. Mais il faut faire des efforts. Et puis deuxièmement, c'est pas à la portée de toutes les bourses, quoi. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est distribuée en chaleur. Donc, c'est assez facile de ne pas consommer de chaleur. Si on a une maison qui est neuve, hyper bien isolée, et ça, c'est pas, tout le monde ne peut pas se payer une maison comme celle-là. Et sur la partie électrique, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les énergies sont intermittentes, les énergies renouvelables. Donc, si on consomme très peu et on fait attention, c'est faisable. Il y a le problème du stockage, quoi. C'est toujours ça. Le problème du stockage Ça suppose d'avoir des batteries, voilà, une installation spécifique chez soi, quoi. Oui. Bon, alors sans aller jusque-là, on peut déjà commencer par installer des systèmes d'énergie renouvelable à la maison. On commence par une question de Thomas qui vous dit j'aimerais installer des panneaux photovoltaïques sur mon toit. J'habite en région parisienne où l'ensoleillement est assez aléatoire. Est-ce vraiment un choix opportun? Peut-on encore bénéficier de primes? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Oui. Paris, ça vaut le coup Alors, ça peut tout à fait valoir le coup, même quand on est au nord. Là, on vient de voir un reportage très intéressant, mais avec des choix très engagés, effectivement. Ah, du coup, voilà. Mais, en fait, tous les citoyens peuvent contribuer à la transition énergétique et écologique avec ce que vous mentionniez précédemment, des choix en termes de consommation d'énergie. En faisant des travaux de rénovation énergétique, vous allez consommer moins sans perdre en confort. Vous allez valoriser également votre bien et vous allez faire des économies à terme sur votre facture. La deuxième chose que vous pouvez faire en tant que citoyen, c'est installer des énergies renouvelables chez vous. Donc, c'est votre question par rapport... C'est le cas de Thomas, là, avec ses panneaux photovoltaïques. Tout à fait. Et le troisième axe, c'est participer à des projets d'énergie renouvelable près de chez vous. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, il faut faire des études de faisabilité pour savoir combien, si vous installez des panneaux solaires sur votre toit, ils vont produire. Il faut savoir que, bien évidemment, à midi, dans un ciel complètement dégagé de nuages, vous allez avoir une production optimale. Maintenant, ça ne veut pas dire que sous un ciel couvert, votre panneau ne produit pas. Voilà, c'est ça, hein. C'est qu'il n'y a pas besoin d'un ensoleillement exceptionnel. Si la luminosité va compter... C'est pas trop ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec un terme. Il a dit aléatoire. Mais absolument pas aléatoire, le soleil.
Le soleil en Ile-de-France ou dans n'importe quel endroit du monde, il est connu, mais à la virgule près. Hein. C'est-à-dire que l'ensoleillement moyen... C'est qu'il n'y en a pas tout le temps. Quoi. Il n'y en a pas tout le temps, mais sur une année, à 3% près, il y a toujours le même soleil dans les mêmes régions. Oui. On sait qu'une famille va consommer, mettons, 2000 kWh d'électricité par an. C'est une moyenne, hein, ça peut être 1500, ça peut être 4000. Si je mets tant de mètres carrés sur mon toit, mais je sais à 3% près ce que je vais produire par an. Le problème, c'est un problème de décalage. Mais la quantité d'énergie, je la connais. Donc si je prévois plus grand que je stocke, c'est faisable. Et c'est faisable aussi dans le Nord? Là où il y a moins de soleil, je veux dire, tout simplement. En Allemagne, ils en font énormément. Il fait froid, il fait pas beau, il y a moins de lumière, ils en font plus que nous. Et c'est des gens, ils sont intéressés par l'argent, donc ils font pas ça pour se faire plaisir. Et ça peut s'installer sur toutes les toitures, même les plus anciennes. Alors non, là, il faut faire attention. Oui, il faut faire effectivement des études de faisabilité aussi. Bizarrement, parfois, les charpentes les plus anciennes sont très solides et donc peuvent supporter du poids. Il faut savoir qu'un panneau photovoltaïque, c'est principalement du verre. Donc il y a du poids. Donc il faut faire effectivement l'étude de faisabilité. Mais ça concerne énormément de factures, de foyers. Mais comme vous le disiez, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'on sait combien va produire si vous passez par un professionnel sérieux. Vous savez le coût de votre installation, et c'est qu'une fois. Le soleil, c'est gratuit. Et vous avez de l'autre côté des tarifs qui sont garantis. Donc si vous faites bien vos études au début, il n'y aura pas de mauvaise surprise. La question bonus, c'était est-ce qu'il y a encore des primes pour le photovoltaïque? Tout à fait. Il y a alors tout dépend. Il y a des aides et elles existent toujours. Il y a deux modes. Soit vous choisissez, quand vous installez des panneaux solaires sur votre toit, de tout réinjecter sur le réseau. Et à ce moment-là, l'aide, c'est un tarif garanti par EDF pendant 20 ans, alors que votre panneau, il va produire 25 voire 30 ans. Mais pendant 20 ans, déjà, vous avez un tarif garanti par EDF. La rentabilité de ça pour celui qui installe, c'est une moyenne de 12 ans, suivant. Et vous produisez 20, voire vous avez votre tarif sur 20 ans. Donc au bout de 12 ans, ça vous rapporte, quoi. Oui, tout à fait. En moyenne, c'est ça. Moyenne nord-sud, moyenne surimposée sur imposée. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi autoconsommer, c'est-à-dire installer vos panneaux pour consommer vous-même une partie. Et alors là, la rentabilité, elle va dépendre de ce qu'on appelle techniquement votre taux d'autoconsommation, c'est-à-dire ce que vous consommez au moment où vous produisez. Et donc, plus vous consommez pendant la journée, vers midi, plus vous augmentez votre taux d'autoconsommation. Donc ça implique des changements de comportement. Vous n'êtes plus en heure pleine, heure creuse. Vous mettez plutôt votre machine à laver le midi. Si vous avez un véhicule électrique... avec le soleil, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, la rentabilité... Ouais, exactement. Vous installez, Joseph Terribil, du solaire thermique. Ça ressemble beaucoup à un panneau photovoltaïque, mais ça ne fonctionne pas de la même manière. Expliquez-nous comment ça marche. Ça a semblable en fait quasiment que le nom, parce qu'en fait la technique n'a rien à voir. C'est un panneau solaire photovoltaïque, c'est une transformation d'énergie solaire en électricité, alors qu'un panneau thermique, c'est la chaleur du soleil qui est captée dans une enceinte fermée, un petit peu comme votre voiture, le soleil rentre par la vitre, elle arrive sur une surface noire, la surface noire ne réfléchit pas le soleil, donc l'énergie reste cantonnée dans l'enceinte qui est fermée. Ça crée un effet de serre. Donc une fois qu'on a cette enceinte, qui est un panneau solaire, dedans on fait circuler de l'eau simplement avec un antigel puisqu'on est sur un toit. Et cette eau est réchauffée dans le panneau grâce au soleil et elle descend en bas chauffer un ballon. Donc c'est vraiment un système mécanique qui date d'il y a très longtemps. On a vu une photo d'une maison avec des panneaux dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'installation il s'agissait? On va la revoir. Ça, là. Donc là, on a deux installations. À droite, on a du photovoltaïque. Classique. Classique. Et à gauche, il y a deux panneaux solaires thermiques sur le toit qui sont mis au-dessus du toit, qui ne sont pas intégrés à la toiture, alors qu'à droite, on l'est. Donc ces deux panneaux qui sont à gauche sont traversés par un circuit d'eau. C'est ça. Et quand le soleil tape sur le panneau, il chauffe l'eau, cette eau redescend, elle chauffe un ballon. Le ballon. Tout simplement. Donc c'est deux techniques qui se complètent alors. Qui se complètent. L'une fait de la chaleur, l'autre fait de l'électricité. Oui. Bon, alors après, il reste à trouver le bon entrepreneur pour installer tout ça. Il y a Annette qui vous dit comment avoir la garantie de ne pas se faire avoir par un entrepreneur malhonnête. Il y a des labels qui existent pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Oui, et le label qui fait un peu, qui les regroupe tous, c'est le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc vous avez différents labels et qui sont certifiés RGE. Il faut savoir que RGE, ce qu'il y a derrière, c'est un audit chaque année des installateurs pour s'assurer qu'ils sont bien formés, qu'ils sont bien compétents et qu'ils ont toutes les assurances nécessaires, toutes les références nécessaires, qu'ils utilisent tous les outils homologués. Donc c'est vraiment un gage de sérieux qui est audité chaque année et tous les 4 ans, il faut refaire le process. Donc c'est vraiment quelque chose de très contrôlé. Et je parlais de fer.fr tout à l'heure. Sur fer.fr, vous avez la liste de tous les installateurs référencés RGE, donc près de chez vous pour avoir une installation sans surprise. Paul nous dit, on oublie que la première énergie renouvelable que l'on a en France, c'est le bois. Il a raison, Paul?
Oui, il a raison. Oui. Parce qu'en fait, la plus grosse consommation d'énergie qu'on ait à la maison, c'est la chaleur. Peut-être que vous avez 10 fois plus de besoin de chaleur que de besoin d'électricité dans les maisons standards. Donc ça veut dire que c'est bien la chaleur qui consomme beaucoup d'énergie. Et en fait, le bois, la France est très riche en bois. On a d'énormes stocks de bois. Et donc on peut faire beaucoup de chaleur avec le bois. Et Donc installer, par exemple, une chaudière à granulés de bois. À la place du fioul, par exemple, c'est beaucoup plus C'est ce qui se fait de plus en plus. En fait, les gens commencent à avoir peur du fioul pour plein de raisons. Premièrement, ils ont peur qu'on soit obligé de plus en avoir, parce qu'on en entend parler de ça à la télé. Donc, quand ils arrivent à un moment où il va falloir changer leur chaudière, ce qu'ils font, c'est ils se penchent sur les autres énergies. S'ils n'ont pas le gaz devant chez eux, ils n'ont pas. Est-ce qu'ils vont installer une bonbonne de gaz géante? Ça coûte une fortune, ça leur fait peur aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme solution? La pompe à chaleur, avec ses avantages et ses inconvénients, et le bois, avec aussi ses facilités. Et le bois, alors d'abord, combien ça coûte? Alors, à bois. Combien ça coûte une chaudière à granulés de bois? Alors déjà, une chaudière à granulés de bois, les gens ont en tête que c'est quelque chose d'un peu rustique. Pas du tout. C'est vraiment maintenant, c'est des écrans tactiles, couleurs. Enfin, c'est connecté au réseau et c'est 100% automatique. C'est-à-dire que vous avez un silo avec 5, 10 tonnes, 15 tonnes de granulés qui est adapté donc à la consommation de la maison, qui va être rempli une fois par an, comme on le fait pour le fioul. Par un professionnel, du coup, qui vient chez vous? Par un camion qui vient souffler des granulés dans un silo. D'accord, donc Gérard qui nous racontait tout à l'heure qu'il remplissait sa chaudière. Non, mais il y a aussi ces systèmes-là. Ça, c'est des petits poêles, ça, c'est pas des chaudières. C'est un poêle. Voilà, ça existe. Après, pour être totalement confortable, c'est chaudière avec silo. Et ensuite, c'est 100% automatique. Vous avez juste à programmer votre température, vos vacances, tout ce que vous voulez. Ça, c'est compris chez les particuliers, ça? Chez les particuliers, mais j'en installe que chez les particuliers. Dans les sous-sols, ils installent carrément un énorme machin comme ça? Oui, parce que chaussée, dès qu'on a un emplacement. Ça prend de la place quand même. Ça prend de la place. C'est en fonction de la consommation de votre maison. Ça peut aller de 3 mètres carrés au sol sur 2,50 m de haut jusqu'à beaucoup plus. Mais bon, en général, c'est 3 mètres par 2, 3 mètres par 3. Ah, ça, c'est la réserve. Et la chaudière, ça ressemble à une chaudière classique, à une chaudière fuel. C'est un petit mètre carré au sol, même pas. Et en termes d'entretien, c'est simple. C'est un ramonage du conduit, comme c'est obligatoire dans toutes les chaudières. Et puis, c'est un nettoyage. Enfin, bon, voilà. Oui, il y a rien de entretien traditionnel, un peu plus lourd, parce que c'est plus salissant que le gaz. Mais, et en termes de coût, alors c'est quoi la fourchette à peu près? C'est plus cher. L'installation est beaucoup plus chère quand même. Pour un pavillon, je sais pas, d'une centaine de mètres carrés, on va tourner à 10-15 000 € l'installation. Donc c'est plus cher que le gaz. Par contre, derrière, le coût du combustible est beaucoup moins cher. Et oui. Aujourd'hui, vous avez l'électricité qui est peut-être à 13 ou 15 centimes le kilowattheure. Donc ça s'amortit. Et là, vous êtes à 5-6 centimes du kilowattheure. C'est une énergie qui vient de pas loin. Elle est fabriquée en général en France parce qu'elle peut difficilement se transporter, sinon ça va tomber en poudre. Donc il y a plein d'avantages aussi écologiques. Oui, et puis après, on peut peut-être bénéficier d'un petit coup de pouce du gouvernement. Il paraît qu'ils font la chasse aux vieilles chaudières. Oui, pour inciter donc à changer de chaudière, pour prendre des chaudières vertes, propres, qui consomment moins et qui polluent moins. Alors justement, il y a beaucoup d'aides, effectivement. Je vous donne quelques exemples. Chaudière bois, on vient d'en parler. Pompe à chaleur, système solaire, 4 000 € d'aide pour les ménages modestes. Ah, toujours. Mais tout le monde y a droit. Les autres, 2 500 €. Chaudière à gaz, très haute performance énergétique. 1 200 € d'aide pour les revenus modestes, 600 € pour les autres, toujours beaucoup moins, mais tout le monde y a droit. Poêle à bois classique, Gérard, 800 €, revenu modeste. Gérard, t'as loupé le coche. Gérard. Ah, il n'est pas modeste, pardon. Non. 500 € pour les autres. C'est un petit billet, Gérard, quand même. Radiateur électrique, 100 €, revenu modeste. 50 € pour les autres. Et ça, c'est le coup de pouce pour la chaudière. Il y a aussi pour l'isolation. Il y a aussi des Donc, aides. Cumuler les aides. Bien évidemment, il y a aussi pour les isolations. Pour autant, il y a quand même quelques dysfonctionnements, Fabien. Tout à fait. Je voulais signaler juste avant de répondre à ta question, car ça, c'est un pur scandale, qu'il faut effectivement aller, si on n'y comprend pas grand-chose, et pour mieux y comprendre les choses, sur le site faire, FAIRE.fr, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est ça, en revanche. C'est bien fait. C'est bien foutu. Ouais. On comprend tout. On peut avoir des conseillers au téléphone immédiatement. C'est le site de l'ADEME et du gouvernement qu'on fait tout ça. C'est très, très bien foutu, exprès parce qu'on sait que c'est compliqué. Donc, il faut absolument y aller dès qu'on veut changer sa chaudière et qu'on a besoin d'aide. Maintenant, tu me parles des escroqueries. C'est moi qui parle plutôt des escroqueries. Oui. des chaudières à 1 €. Bah, évidemment, ça peut revenir à 1 € parce que ces aides se cumulent avec ma prime rénov'. Donc, on a beaucoup d'aides. Donc, on a des gens qui arrivent chez nous et qui nous disent attention. Des entreprises. Vous vendez quelque chose à 1 €. Qui te harcèlent, oui. Ouais. Des intermédiaires. Etc. Des intermédiaires. Nous sommes mandatés par l'État, par la mairie. Tous et les alors, typos c'est sont pas bien bons. ça?
Alors, ils arrivent et ils te proposent 1 euro, ce qui peut être vrai. Ce qui peut être vrai sous une condition. Si tu passes sous le seuil d'éligibilité, autrement dit, si tu as des revenus suffisamment modestes. Si ce n'est pas le cas, et la loi étant complexe, on ne le sait pas, eh bien, on souscrit le crédit, on signe tout de suite. 1 euro, isole tout, monsieur. On signe, on va vite prendre un crédit chez les spécialistes de 3 ou 4 000 euros ou 5 000 euros, et puis on s'aperçoit après qu'on a droit à une aide qui n'est pas suffisante et on est endetté 3 4 000 euros. Et on peut se retourner sur personne. Bon, un petit mot aussi de... Pardon. Non, mais juste pour aller dans votre sens, et c'est pour ça qu'il faut vraiment passer par des professionnels labellisés, faire plusieurs devis. Faire plusieurs devis, les étudier attentivement. Qui est notre partenaire, qui a fait une liste noire, qui remet à jour, je le dis parce que c'est utile, quechoisir.org, éventuellement notre partenaire. Il y a un label Flamme Verte pour justement les chaudières, qui permet, on a parlé du label pour les installateurs, RGE, mais les labels pour les équipementiers, les appareils Flamme Verte. Très bien. Fernand vous dit installer une éolienne dans son jardin. Est-ce que c'est une bonne idée? On n'a pas parlé encore des éoliennes. Alors c'est vrai qu'on en voit. Ça peut avoir un intérêt. Oui, alors on n'en voit pas beaucoup. Non. Parce que ces mini-éoliennes, elles souffrent d'un problème de rendement. Parce que par définition, vous n'êtes pas très haut, donc vous avez des régimes de vent qui sont plus faibles et plus turbulents, moins réguliers. Et puis, il faut savoir qu'une éolienne, plus elle est grande, plus la surface balayée va être importante, plus la production va être importante, et donc plus le coût en euros du kilowattheure va être faible. Donc effectivement, le rendement de ces mini-éoliennes est pas très bon, et donc il n'y a pas d'aide d'État pour ça. Maintenant, ça peut avoir du sens. Si on vit dans un endroit où il y a beaucoup de vent, pourquoi pas, quoi? Oui, ou en complément des autres énergies renouvelables, et pour atteindre l'autonomie énergétique, comme dans le reportage qu'on a vu, où on en voit aussi, par exemple, dans des refuges en montagne ou dans des bateaux, où là, effectivement, la déconnexion est nécessaire, et donc c'est l'autonomie énergétique qu'on va chercher. Et puis avant de conclure ce dossier, on voulait vous parler des assises des énergies renouvelables citoyennes mises en place à l'initiative justement de l'ADEME. L'idée, c'est que les citoyens se mobilisent ensemble pour développer des énergies renouvelables. Concrètement, ça marche comment, Julien? Ouais, l'idée, c'est vraiment de dire oui, seul, on peut le faire, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et puis, tout le monde n'a pas un jardin, une toiture, donc l'idée, c'est de se regrouper pour financer des projets citoyens de production d'énergie renouvelable. Moi, il n'y a qu'un seul nom que j'ai envie que vous reteniez là tout de suite, c'est énergiepartagée.org. Il me semble que le site internet, c'est énergiepartagée.org. Voilà, il apparaît à l'écran. Il vous donne 3 possibilités. Si vous avez envie de rejoindre un projet existant, vous pouvez épargner déjà, tout simplement, mettre votre épargne à disposition de ces nouveaux projets. Vous pouvez rejoindre même un projet à côté de chez vous parce que vous avez envie de décider avec les gens, ça fait du lien, ça vous permet de vous connecter à votre territoire. Et vous pouvez aussi dire, mais en fait, il n'y a rien à côté de chez moi, j'ai envie de le créer, ce projet. Et là, il vous accompagne, il vous donne des formations. Et il y a un guide, je voulais vous en parler, ça s'appelle « Projet d'énergie renouvelable et citoyenne, s'orienter pour bien démarrer ». Toutes les informations sont sur énergiepartagée.org. Voilà. Parfait, merci beaucoup et merci à tous les deux d'être venus nous voir. Merci à Anaïs Cardraon qui nous a aidés à préparer ce dossier. Vous venez avec nous, on va déguster la recette de Farida.